Bien, chers amis, et comme je disais avant, excusez-moi d'avoir interrompu, j'ai eu un appel, j'ai dû répondre. J'étais en train d'expliquer quelques notions de base, d'ailleurs une petite introduction, quelques conseils, juste pour vous mettre petit à petit dans le bain de notre cours, qui est en fait est le séminaire de management, et qui est un cours que j'ai intitulé communication et management. Reprenons donc le partage de notre écran. Nous étions ici, nous étions à ce point. Je disais, la communication, plutôt, je disais, le management, c'est d'abord une question d'être, c'est-à-dire une identité à défendre, celle d'un manager qui a sa mission. Avec l'être, il y a tout l'aspect de l'apparence, la présentation, la personnalité, tout ce que vous voulez. Et puis, c'est une question de savoir parce que le manager, c'est un expert. Il doit avoir une connaissance, des compétences avérées pour le travail qu'il a à faire. Il doit connaître les procédures. Il doit posséder un bon niveau de know-how. Et puis, c'est aussi question de savoir-faire. Donc, les procédés, les méthodes, la marche stratégique vers les objectifs. Il doit avoir une manière de faire sûre qui porte à bon port, qui porte au bon résultat. Et c'est aussi une question de savoir être avec. Il faut savoir construire une équipe. On ne gagne jamais seul. On ne travaille jamais seul. Il faut arriver à la cohésion, il faut avoir des interactions fructueuses. Il faut développer un réseau de collaboration à plusieurs niveaux. La qualité, ou mieux, les qualités du gestionnaire. D'abord, la responsabilité et l'ingéniosité. Il faut développer l'ingéniosité, la proactivité, prendre des engagements envers les autres, les respecter, fixer des objectifs, un objectif commun qui passionne tout le monde. La proactivité, c'est quoi? C'est la capacité de produire tout en maintenant les niveaux de qualité. La personne proactive concentre l'attention, le temps, le travail et les actions sur les choses qui peuvent s'améliorer. La meilleure école, c'est l'école des erreurs. Il n'y a pas meilleure école que l'école des erreurs. Quand on se trompe, on apprend mieux. Il suffit que ce ne soit pas des erreurs fatales, c'est-à-dire celles qui vous font mourir. Mais sinon, ne vous découragez jamais quand vous trompez. Quand vous vous trompez, vous pouvez apprendre mieux. Je me rappelle toujours qu'à la première leçon du cours de la communication audiovisuelle, le professeur nous a distribué des caméras et il a demandé à chacun de filmer. Il est parti vraiment de nos erreurs, il est parti de nos faiblesses pour nous enseigner son cours. Donc, la meilleure école, c'est celle des erreurs. Quand vous vous trompez, ne vous découragez pas. Le leadership, c'est la capacité de mobiliser, de motiver, de guider, d'offrir une vision. Alors, la créativité pour donner une bonne réponse à un problème donné est une exigence du management. Savoir trouver la solution juste, savoir imaginer la solution juste. Il faut pour cela de la créativité. La capacité créative face à la responsabilité. Les activités du manager. Vous verrez que il y a normalement 4 fonctions du manager.
les 4 fonctions traditionnelles que maintenant nous déclinons en ces 5 points. D'abord, décider. Ensuite, organiser. Et puis, communiquer et motiver. Contrôler et évaluer. Et enfin, innover. Voilà ce à quoi le manager est appelé. D'abord, décider. Le manager doit prendre du temps pour décider parce que le succès, la réussite d'une organisation dépend des décisions que le manager prend. Avant de décider, il faut demander conseil. Le point de vue de tout le monde, du premier collaborateur au dernier, à la sentinelle. Mais attention, souvent les gens, quand vous leur demandez un conseil, ils pensent que vous devez faire ce qu'il vous dit. Il faut justement qu'ils comprennent que c'est un conseil et qu'à la fin, la décision vous revient. Donc, il faut aussi savoir demander conseil. Avant, il faut aussi formuler un diagnostic et des actions alternatives. Avant de décider, comprenez d'abord la situation. Formulez un diagnostic. Ce mot, nous l'avons utilisé plusieurs fois au cours du projet. Tout doit commencer par là. Dites d'abord quel est le problème. Pendant qu'on décide, il y a dans le syllabus le chemin vers la décision. Beaucoup de méthodes, comment procéder pour arriver à la décision. Quelques conseils, évidemment. Pendant la décision, il faut respecter les procédures. C'est une sorte de garantie pour éviter des imprudences. Mais il faut aussi de la tempestivité, c'est-à-dire agir au moment juste et au moment opportun. Et puis, il faut de la clarté. Quand vous décidez, ça doit être très clair. Après la décision, il faut transmettre, il faut communiquer la décision. Et puis, il faut veiller à l'application de la décision. Et puis, il faut contrôler si la décision est effectivement appliquée. Vous voyez la maladie chez nous, dans notre pays, c'est que quand on a décidé et quand on transmet la décision, c'est fini. On ne veille pas, il n'y a pas de mesures. Il n'y a pas de mesures d'application et surtout, il n'y a pas de contrôle. On a beau dire, euh, on ne doit plus produire de sachets plastiques, des sachets en plastique. On a beau dire, on ne doit plus, par exemple, vendre dans des sachets, ainsi de suite, mais allez voir, l'application zéro. Le contrôle, c'est-à-dire le contrôle implique aussi la punition. Là encore, zéro, zéro, zéro. Donc, après la décision, c'est l'organisation. Donc, un des rôles, l'une des fonctions du manager, c'est d'organiser. Et une chose, l'une des choses que nous ne savons pas toujours organiser, c'est le temps. Ici, je veux vraiment insister, avant même de me perdre dans les détails, je veux presque d'abord présenter la situation globale avec 3 concepts. Le premier concept, c'est la matrice de Eisenhower. Le deuxième concept, c'est la courbe de productivité. Et le troisième concept, c'est la loi de Pareto. Eisenhower, c'est un général américain à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et après, il est devenu même président de la République. Il avait tellement à faire, il avait beaucoup à faire, au point qu'il a mis sur pied un système de gestion de temps qui table sur 2 critères. D'un côté, l'important et de l'autre côté, l'urgent. Pour tout ce qu'il y a à faire, il fallait qu'il dise c'est urgent et important. Est-ce que c'est seulement urgent et ce n'est pas important? Ou encore,
c'est important et ce n'est pas urgent, ou enfin, ce n'est ni important ni urgent. Ainsi, on obtient un tableau avec 4 cadrans. Donc, on obtient l'urgent et important, pas urgent, mais important, pas important, mais urgent, ni urgent, ni important. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Comment un manager doit se comporter? Ce qui est urgent et important, il faut le faire en priorité. Ce qui est important et n'est pas urgent, il faut le planifier. Et ici, c'est le vrai manager, c'est celui qui planifie les choses. Et ici, ce qui n'est pas important mais urgent, il faut le déléguer. Il faut que les autres le fassent comme ça, vous vous concentrez aux tâches importantes. Ce qui n'est ni important ni urgent, il faut laisser tomber. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas perdre son temps. Donc, même vous aussi, quand vous avez à agir, au lieu de vous plaindre tout le temps que vous n'avez pas de temps, organisez votre temps de cette manière, en donnant priorité aux choses qui sont importantes et urgentes. Les choses qui sont importantes et qui ne sont pas urgentes, programmez-les, planifiez-les lentement. Ce qui est urgent, mais pas vraiment important, ne perdez pas votre temps, faites faire à quelqu'un d'autre. Et surtout, ne perdez pas le temps pour les choses qui ne sont ni importantes ni urgentes. Et j'ajoute un conseil aussi, par exemple en matière de dépenses d'argent. Ayez des critères. Et moi, j'en indique 4 nécessaires et indispensables. Ce que je veux acheter, est-ce que c'est indispensable et nécessaire? Et puis, il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses qui sont superflues. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas indispensables, qui sont inutiles. Donc, vous voulez dépenser l'argent, voyez d'abord si c'est quelque chose d'indispensable et important. Est-ce que c'est indispensable? C'est-à-dire, si je n'ai pas ça, c'est grave. Et puis, il y a des choses qui sont importantes. Importantes. Il y a des choses qui sont superflues, c'est-à-dire, je peux ne pas avoir. Et enfin, il y a des choses qui sont inutiles, indispensables, importantes, superflues, inutiles. Organisez aussi vos dépenses en fonction de ça. Donnez priorité à ce qui est indispensable, suivi de important, suivi de superflu, et puis laissez tomber ce qui est inutile. Voilà, nous parlions de l'organisation et je vous disais qu'il faut tout de suite évoquer la notion de la courbe de productivité et puis la loi de Pareto. La courbe de productivité, c'est ceci. Chacun de nous, chaque personne a une sorte de courbe par rapport à une activité donnée. Il y a des moments de la journée où vous êtes productif que d'autres moments dans un domaine donné. Par exemple, l'étude. Il y a des gens qui étudient mieux à 6 heures, ils produisent mieux à 10 heures ou encore le soir. Si vous ne savez pas repérer votre courbe de productivité, vous allez perdre trop de temps, par exemple, à lire, à étudier. À un moment, vous n'êtes pas productif. Si votre courbe de productivité intellectuelle indique que vous êtes productif à 11 heures, mais si vous mettez l'étude à 10 heures ou à 8 heures, vous ne serez pas productif, vous perdrez trop de temps. Mais si vous réussissez à placer l'activité dans le moment juste de sa courbe de productivité, c'est sûr que vous obtenez les meilleurs résultats.
Ceci, c'est pour vous épargner le temps. Si vous mettez l'étude en dehors de votre courbe de productivité, vous verrez que pour une petite chose, vous pouvez prendre 5 heures de temps sans comprendre. Mais si vous calez ça au moment juste, vous verrez que en 5 minutes, vous avez tout fait. Nous passons alors à la troisième notion, la loi de Pareto, qui dit que 80% des résultats s'obtiennent avec 20% seulement d'effort ou d'énergie. La conséquence, c'est que nous gaspillons trop d'énergie à ne rien faire. Donc, en réalité, la plus grande quantité de résultats que nous obtenons, c'est avec peu d'énergie. Mais si nous calons mal nos activités, ça donne l'impression de perdre trop de temps et pour avoir peu de résultats. Voilà pourquoi la notion, la matrice d'Eisenhower, la loi de Pareto et la courbe de productivité mises ensemble nous aident à bien gérer le temps et à être productif au moment indiqué. Je disais qu'il y a 5 rôles ou activités du manager. C'était d'abord décider, ensuite organiser, et maintenant c'est communiquer et motiver. Motivation interne et externe et aussi transcendante. Parce que la motivation transcendante, c'est justement celle qui nous fait voir, par exemple, la raison de travailler bien au-delà des attentes matérielles. Quand on vous demande en général pourquoi vous travaillez, la réponse est pour avoir de l'argent. C'est pour gagner l'argent. C'est pour acheter une maison. C'est pour arranger mes conditions de vie. Donc, des raisons matérielles, nous l'avons vu avec ceux qui étaient au cours en parlant de l'échelle de besoins de Maslow et surtout en parlant de la motivation au travail, un chapitre qui va bientôt arriver. Motivation pour un travail où l'on se retrouve à grandir, à apprendre. La motivation intrinsèque dépend beaucoup de l'état de la personne. Et puis les motivations transcendantes sont celles qui ont la caractéristique de contribution. L'entreprise doit mettre l'homme au centre. Nous l'avons dit dès le début. Il faut mettre l'homme au centre parce que quand l'homme est valorisé, l'homme peut alors vraiment produire. Quatrième activité, c'est contrôler et évaluer. Contrôler, c'est quoi en fait? C'est mesurer. Ce que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas le gouverner. La mesure est une forme de connaissance, cohésion interne et réputation externe. Vous avez eu la chance de suivre Simona avec sa conférence ou mieux sa leçon sur la réputation en ligne. Donc, le contrôle consiste d'abord à mesurer. Il faut quantifier les résultats obtenus et puis il faut comparer de manière synchronique et aussi de manière diachronique. Et il faut enregistrer les résultats et puis il faut fixer des délais. Enfin, habituez-vous à signaler et à demander des rapports. C'est quoi ça, contrôler, évaluer? D'abord, le manager doit apprendre à mesurer ce que l'on fait, ce qu'il fait faire. Il doit comparer. Cette évaluation se fait de manière comparative, en synchronie, mais aussi en diachronie. Et puis, il faut savoir enregistrer parce que justement, il faut comparer. Les résultats doivent être dans une banque de données. Et puis, il faut fixer des délais. Quand vous donnez des tâches, dites aussi l'échéance et apprenez à demander des rapports ou à donner les rapports. Ça dépend de la position que vous occupez. Cinquième tâche, innover.
innover. J'ai agrandi un tout petit peu. Voilà. L'innovation, c'est quoi? L'aptitude à apprendre la nouveauté. Attention, c'est nouveauté, enlever la R. Nouveauté et créativité. Que l'entreprise conserve par le biais du patron une capacité à apprendre, à appliquer l'apprentissage pour anticiper, se renouveler, se mettre à jour. Il y a souvent des résistances au changement dans les entreprises. Souvent, les gens qui vous disent, mais ici, nous, on a toujours fait ça. Non, aujourd'hui, toute entreprise doit se mettre dans la danse, dans le mouvement de l'innovation. Pas toujours les mêmes choses. Il faut apporter toujours une touche d'innovation. Besoin d'une organisation intelligente. Enseigner de nouvelles choses. Faire de nouvelles choses ou apprendre à mieux faire les mêmes choses. Faire différemment. Se comporter différemment. Voir différemment. Autrement. Les caractéristiques d'une société intelligente. Les organisations intelligentes ont comme caractéristique, d'abord, là, travailler signifie apprendre. Diriger signifie enseigner. Qui travaille est à l'école, il apprend. Personne ne dit je connais tout. Non, on apprend. Et diriger signifie enseigner. C'est un dirigeant, un manager, c'est un coach. Nous verrons le modèle de management, comme on verra aussi le style de leadership. Et la communauté du travail, disons l'équipe, c'est une communauté d'apprentissage. Voilà. Maintenant, un outil de connaissance. C'est d'abord l'outil d'évaluation qu'on a appelé SWOT. La méthode SWOT, c'est une méthode d'évaluation où on dit quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces. Tout ça, c'est par rapport à un objectif. On ne fait jamais une évaluation sans objectif. Parce que ce qui est menace dans le cas d'un objectif donné peut devenir opportunité dans l'autre cas. Donc, dans un cas donné, l'âge, c'est lui qui a, si, à supposer vous voulez travailler, il y a vacancy, comme on dit, un travail, on veut engager des gens. Si on cherche un senior et que vous avez 50, 60, ça pour vous, c'est un point fort. Mais si on cherche un junior, vous avez 50, 60 ans, ça devient un point faible. Donc, chaque évaluation se fait en fonction des objectifs. Il ne faut jamais donner un SWOT comme ça au hasard. Si quelqu'un vous dit, faites un tableau SWOT, dites par rapport à quel objectif, par rapport à quelle situation. Bien, maintenant passons à un autre élément de connaissance, outil de connaissance, c'est ce qu'on appelle le Whole Brain Model. C'est en fait la théorie d'un certain Herman qui table sur la division du cerveau. Il trouve que dans la société, il y a 4 catégories de personnes selon la division du cerveau. D'abord, notre cerveau se divise de manière verticale en obtenant la partie droite et la partie gauche. La partie gauche, c'est celle qui analyse, qui verbalise la partie de l'abstraction, du calcul, la mesure de temps, celle qui planifie les séquences, les décisions logiques et rationnelles, tandis que la partie droite, c'est celle qui est imaginative, intuitive,
subjective, relationnelle, symbolique, holistique, qui comprend les métaphores, qui a l'habilité à visionner, et puis qui sait combiner les idées, la partie de la créativité et de l'innovation. En combinant la division selon la partie gauche et la partie droite, mais aussi selon la partie supérieure qui est rationnelle et la partie inférieure qui est ambilique, donc sentimentale, Hermann obtient la situation suivante. D'abord, le bleu, caractérisé par quoi? Logique, clair, se décide vite, aime les défis, résout les problèmes de manière efficace, il est assertif et ambitieux, il sait donner priorité, il est discipliné, il pense sur les stratégies. Et nous avons le vert, c'est-à-dire la partie inférieure gauche. Il est organisé, perfectionniste, attentif aux détails, penseur séquentiel, fiable et loyal, discipliné, méthodique, aime la qualité, il est prévoyant et prudent, il écrit de manière correcte. La partie supérieure droite, c'est le jaune. Il est créatif, c'est un design, c'est un leader intuitif, il aime la vision du futur, il cherche l'impossible, réfléchit par des images, par des métaphores, des symboles, il résout les problèmes de manière innovative, de manière créative. Il aime les nouveaux défis. Et puis, il y a le rouge, c'est la partie droite inférieure du cerveau. Il est empathique, il est sociable, il exprime des émotions, il relaxe les amis et les collègues, nourrit l'esprit, encourage les autres, se soucie des autres, il aide, il lit, interprète le non-verbal, il est dévot aussi. Donc, chacun de nous doit se trouver quelque part. C'est qu'on fait en général, si on avait le temps, c'est le test. On vous donne une liste avec toutes ces caractéristiques. Vous pointez là où vous pensez vous retrouver mieux. Et vous verrez que vous avez tendance vers une couleur. Donc, c'est cette couleur-là qui vous définit. Si vous êtes bleu et que votre chef c'est en rouge, vous savez comment aborder votre chef. Si vous êtes jaune et que votre chef c'est un bleu, votre ami, votre fiancé, vous savez aussi comment l'aborder parce que vous savez quelles sont ses attentes, quelle est sa manière d'agir. Nous avons ici un peu plus de détails sur chaque couleur. Le bleu, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, ses difficultés. Par exemple, le bleu décide rapidement sur les faits, il sait se donner des objectifs SMART, il est un bon négociateur, rapide et efficient, cherche des délégués, il travaille seul, il va à l'essentiel, il a un esprit mathématique et financier. Ses difficultés, c'est quoi? Il est impatient, il est compétitif et si besoin, il sait manipuler. Il demande beaucoup à soi-même et à son équipe. Il gère mal les personnes en difficulté et la confrontation et dans l'équipe, il travaille à un rythme parfois très élevé. Ça, c'est les bleus. Le vert, quels sont ses points forts? Il mène à terme la tâche qu'on lui donne et dans les limites de temps. Il est ponctuel, il est patient. Il utilise la checklist, comme nous avons dit, il est séquentiel. Il a besoin d'une liste de ce qu'il faut faire. Il est un bon analyste, il utilise des modèles pour épargner le temps. Il est spécialiste de la division du travail pour lui-même. Il est bien organisé, il se donne des échéances pour lui-même. Il utilise la to-do list pour chaque heure de sa journée. Il se donne des objectifs moyens et à court terme. Cependant, il y a des difficultés aussi. Il a des difficultés. Il n'aime pas les interruptions. Comme il est séquentiel, et quand vous l'interrompez, il se perd. Il n'aime pas les choses imprévues. Il n'est pas très flexible parce qu'il est organisé. Et il a des difficultés avec l'innovation parce qu'il a une manière fixe de faire. Et parfois, il lui est difficile de définir le temps pour les autres.
tellement qu'il est correct, tellement qu'il est ponctuel, il ne comprend pas la gestion des temps par les autres. Il est difficile pour lui de déléguer. Et puis, ce sont des gens qui ne se divertissent pas très bien. Bien, le jaune, quels sont ses points forts? Le jaune, c'est un stratège, un leader, un visionnaire. Il visualise ses objectifs, ne se perd pas dans les détails. Il travaille bien, même sous pression. Il donne des solutions innovatives hors du chemin commun. Il est multitasking, il fait beaucoup de tâches au même moment. Il est excellent pour l'imprévu et sait improviser, ce que le vert ne sait pas faire. Il est rapide et se concentre facilement sur les projets. Cependant, il a des difficultés. C'est quoi? Il tend à se distraire. Il renvoie souvent plus tard ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il ouvre beaucoup de projets au même moment. Il aide les procédures et l'opérativité. Il travaille tout près des échéances. Il s'ennuie facilement dans le concret. Enfin, le rouge. Le rouge, quels sont ses points forts? Il aime les débats. Il aime le brainstorming. Il est sensible aux problèmes de l'équipe, du groupe, et il décide en fonction de la manière dont les autres se sentent. Il est tellement sentimental parfois, il ne veut pas faire du mal et alors ses décisions tiennent compte de la réaction des autres. Il protège sa vie privée, il travaille quand et autant qu'il doit, il cherche le divertissement dans ce qu'il fait, il transforme son espace de travail en lieu personnel et confortable. Quelles sont ses difficultés? Il se perd souvent dans le bavardage. Et puis, il oublie son devoir. Il mêle travail et vie privée. Il dit toujours oui à toute demande d'aide. Ne délègue pas. Il donne l'impression d'être toujours sous pression. Il est les routines et il n'est pas ponctuel. Voilà un peu. Alors, normalement, chacun de vous doit pouvoir se situer. Vous êtes bleu, vous êtes jaune, vous êtes vert ou vous êtes rouge. Il n'y a aucune couleur qui est supérieure à une autre. Si dans une tâche, vous avez besoin plus de vert que de bleu, vous pouvez alors subir ce qu'on appelle le coaching. Donc, quand vous faites un cheminement de ce genre, vous devez avoir des entraîneurs, des gens qui vous aident, par exemple, à acquérir les qualités que vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas ponctuel, vous êtes un rouge et que vous n'avez pas la ponctualité, vous pouvez, grâce aux techniques, apprendre la ponctualité. L'avantage de ces systèmes, c'est quoi? C'est se connaître soi-même et connaître l'autre. Savoir quel est son système de communication, quelles sont ses préférences du point de vue de la communication, quel est son système de gestion, quel est son style de management, quelle est la manière pour lui de travailler dans l'équipe, de travailler dans l'équipe. Donc, c'est très important de connaître d'abord soi-même et connaître l'autre. Si vous connaissez l'autre, vous pouvez vous épargner beaucoup d'incompréhension parce que vous savez quelles sont ses attentes du point de vue de la communication, c'est-à-dire comment parler à un bleu, comment parler à un rouge, comment parler à un jaune, comment parler à un vert. Donc, en synthèse, le bleu est logique et rationnel, le vert est organisé et bien planifié, le jaune, c'est un grand designer et puis créatif, et puis le rouge est sentimental et relationnel. Maintenant, quels sont les styles, disons, par exemple, de travail pour chaque couleur? Le bleu, il aime être mis au défi, il analyse et pose un bon diagnostic, il procède de manière logique, il aime les finances et les chiffres, il aime faire fonctionner les choses. Quand il arrive
là où les choses ne fonctionnent pas, il cherche à remettre en place. Il aime résoudre les problèmes. Il aime clarifier les choses et puis expliquer correctement les choses. Le vert, il aime administrer, regarder les détails, être au contrôle, construire les choses, établir l'ordre, mettre en œuvre rapidement les choses. Il aime planifier et il aime aussi fournir de l'aide, c'est-à-dire quand c'est votre chef, il vous a donné un travail, il s'approche pour vous aider aussi dans l'accomplissement de la tâche. Le jaune, comme style de travail, il aime, il voit le futur. Il voit le futur. Il voit le grand dessein, donc la vision. Il aime intenter des solutions. Il développe de nouvelles choses. Il fournit une vision. Il aime prendre des risques. Il interagit avec des idées. Il aime apporter le changement. Le rouge, en général, c'est un bon coach. Il aime entraîner. Il travaille bien avec les autres dans l'équipe. Il aime communiquer. Il aime créer des relations. Il exprime des idées. Il aime enseigner. Il aime faire apprendre. Il aime persuader les gens. Et il aime vraiment faire partie de l'équipe. Alors, avant de continuer, généralement, quand on pose la question, plutôt, lorsqu'on annonce, il y a une réunion. Nous nous trouvons devant un bleu, devant un vert, devant un jaune, devant un rouge. Et je dis, il y a une réunion. Les bleus, son problème, la question qu'il va me poser, ça sera, quel est l'objectif de cette réunion? Le vert, il va demander l'ordre du jour. Probablement, il va chercher à savoir l'ordre du jour, l'organisation, l'agenda. Le jaune, il va me dire, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cette réunion-là? Et le rouge, lui, qu'est-ce qu'il va demander? Qui seront dans cette réunion? Qui sont les participants? Parce qu'il est l'homme de relation. Maintenant, les préférences du point de vue de la communication. D'abord, nous venons de voir le style de travail de chaque couleur. Maintenant, quelles sont les préférences du point de vue de la communication? Alors, le bleu, il aime les faits, qu'on lui raconte les faits et pas des idées vagues, pas de la fumée. Il aime des précisions techniques, des idées articulées. Il aime qu'on soit bref, précis et clair. Il aime l'analyse critique, mais aussi un langage simple. Donc, quand vous allez parler à un bleu, si vous savez que celui-là est bleu, voilà comment vous devez organiser votre discours. Allez avec des chiffres, allez avec des choses concrètes. Mais si vous allez parler à un vert, allez avec des détails. Soyez minutieux, allez dans des détails. Il faut montrer les règles, les procédures et les plans d'action, l'explication. Rester sur le sujet. Il ne faut pas faire des digressions. Le jaune, lui, il aime des métaphores, il aime des proverbes, il aime la vue d'ensemble, les images. Il est imaginatif, il aime un cadre conceptuel, l'exploration, les visuels. Quand vous allez parler à un jaune, vous allez, par exemple, vous présenter un projet, vous demandez le financement et que le bailleur, c'est un jaune, attention, il faut aller avec les photos. Montrez-lui des photos, des cartes, ainsi de suite. Le rouge, c'est un homme de sentiments, des valeurs. Il aime des discussions ouvertes. Il aime l'expression, l'expressivité, je peux dire, les contacts personnels. Il aime l'empathie et la considération. Il aime qu'on lui raconte des histoires, des exemples. Quand vous allez parler à un rouge, donnez votre témoignage. Donnez, disons, des exemples. Et surtout, jouez la carte émotive. Hein? Donc, c'est un avantage de savoir quelle couleur chacun a. Bien. Et ici, nous avons le style de travail dans l'équipe. Donc, quand ils sont ensemble, quand ils sont dans un groupe, le bleu, lui, il aime qu'on définisse clairement les buts, les objectifs. Il aime qu'on résolve les problèmes de manière logique, qu'on analyse et qu'on porte en avant, disons, une théorie critique, qu'on soit efficient et plutôt
qu'on voit la question des coûts et des données, et puis surtout qu'on travaille pour des résultats quantifiables. Il faut se mettre au travail. Ça, c'est les bleus. Il faut se mettre au travail. Les jaunes, lui, ils pensent de manière révolutionnaire. Et pour cela, il aime qu'on élabore les stratégies, visualiser le futur, prendre les risques, expérimenter, essayer. Il aime qu'on combine et qu'on connecte les concepts. Il aime les débats sur de nouvelles idées et des solutions. Rappelez-vous qu'il est innovatif et créatif. Il aime la perspective des grandes images. Voilà. Donc, la pensée révolutionnaire. Et puis, le vert, lui, il faut aller vers la clôture. C'est quoi ça? D'abord, l'attention aux détails et aux procédures. Partir du point A vers le point B, C, nous avons dit qu'il est séquentiel. Et puis, l'attribution des tâches, l'organisation, la planification, suivi et planification avec des échéances. Être sûr que tout est en ordre et sous contrôle. Quel est le style de travail d'équipe pour le rouge? D'abord, il veut se sentir partie de l'équipe. Hein? Quand le bleu dit quelle est la théorie de ces cas, c'est-à-dire l'approche théorique pour comprendre, quand le vert dit comment est-ce que nous pouvons rendre ça possible, comment nous pouvons réaliser cela, lorsque le jaune, lui, se demande il faut défier le statu quo, il faut absolument défier le statu quo. Le rouge, lui, veut se sentir partie d'une équipe. Il aime la médiation, la facilitation, écouter et exprimer. Il aime la collaboration, la relation. Il veut la détection intuitive des problèmes sous-jacents et très sensible aux autres. Donc, il faut allumer et maintenir l'esprit communautaire. Voilà. Donc, et puis, pour finir cette partie avec Herman, le style de management de chaque couleur. Le bleu, il est autoritaire, directif. Dans les affaires d'abord, il est analytique et puis il est réel, donc factuel. Le vert, il est traditionnel, conservateur, organisé, responsable. Il aime l'ordre, la sécurité, les contrôles. Et le jaune, il est aventurier dans le sens positif, c'est-à-dire le goût de l'aventure. Il est visionnaire, il est entreprenant, il est idéaliste, holistique. Il va par les détails pour comprendre la globalité. Et puis, le rouge est orienté vers l'équipe, disponible à aider, agréable, il est intuitif et communicant. Voilà. Ça, c'était la théorie de Herman. Donc, jusque-là, comme outil, nous avons parlé du SWOT, nous avons parlé de la théorie d'Herman, la théorie du cerveau, mais aussi, rappelez-vous, je veux insister, rappelez-vous la loi de Pareto, cette loi qui veut que 80% des résultats de ce que nous obtenons provient seulement de 20% de nos efforts. Mais alors, il faut savoir caler ces efforts-là, c'est-à-dire mettre l'activité au bon moment de la courbe de productivité pour ne pas trop perdre le temps. Et rappelez-vous aussi les critères de priorité lorsque vous devez organiser quelque chose important et urgent. Il y a des choses qui sont importantes et qui sont aussi urgentes. Il y a des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Il y a des choses qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes. Et il y a des choses qui ne sont ni importantes ni urgentes. Voilà. Maintenant, nous passons à un autre chapitre sur le leader et le leadership. Voilà.